il y a un face-à-face qui se déroule entre Donald Trump, l'administration américaine actuelle, et l'Afrique. Et je m'en voudrais de laisser les Africaines et les Africains distraits par la nature profonde de ce double jeu. En apparence, Donald Trump ne s'intéresse pas à l'Afrique. Il est concentré sur le conflit russo-ukrainien. En apparence, Donald Trump ne s'intéresse pas à l'Afrique. Il est obsédé par le duel avec le grand rival chinois. Apparemment, Donald Trump ne s'intéresse pas à l'Afrique. Donald Trump serait entièrement consacré à ses frontières, à protéger les frontières américaines. Il serait consacré à son grand projet, énoncé par sa devise MAGA, qui signifie Make America Great Again. M pour M de Make, America pour A, Great pour G, et puis A ou E en anglais pour Again. Donald Trump continue à bousculer l'ordre international en préparant un retrait massif des États-Unis en Afrique. On apprend, selon le New York Times, que les États-Unis s'apprêtent à fermer des dizaines d'ambassades et de consulats dans plusieurs pays africains. D'après le décret présidentiel, les États-Unis ne considèrent plus l'Afrique comme un intérêt stratégique pour les intérêts américains, alors que Washington pourrait, en guise de compensation, nommer un représentant pour l'Afrique au sein de la Maison-Blanche. Ce développement intervient après le gel de près de 40 milliards de dollars d'aide humanitaire américaine, principalement pour le continent africain, qui a vu de nombreux projets humanitaires suspendus ou annulés aux grandes dames des populations fragilisées par la sécheresse ou les conflits. Le départ des États-Unis en Afrique est une bonne nouvelle pour l'axe sino-russe, alors que Moscou a investi massivement dans le domaine de la défense sur le continent africain. La Chine est surtout le grand gagnant, alors qu'elle est déjà le premier partenaire commercial du continent depuis plusieurs années, sans parler du fait que beaucoup de pays africains voient Pékin comme un allié politique face aux Occidentaux. Moi, je voudrais battre en brèche la théorie et l'opinion fort répandue selon laquelle l'Afrique n'intéresse pas Donald Trump. Pour montrer que, bien au contraire, il a une manière de s'intéresser à l'Afrique qui a pour but un double objectif. D'une part, maintenir l'influence américaine en Afrique. Et d'autre part, faire que cette influence joue en faveur de son lobby à lui aux États-Unis. Car il ne faut pas oublier que Donald Trump est avant tout un milliardaire, un homme d'affaires américain. Beaucoup d'Africains commencent à donner raison à M. Donald Trump pour sa décision qu'il a prise concernant nos chefs d'État africains qui investissent aux États-Unis dans les autres pays développés. C'est aujourd'hui que vous avez compris que Trump, il est juste. Petit à petit, vous allez lui donner raison. Avant, j'étais comme vous. J'écoutais les médias qui le diabolisaient. Il est ceci, il est cela. C'est quelqu'un qui est juste. Il dit la vérité, c'est ça son problème. Trump, lui, il vend pas du rêve. C'est pas un vendeur d'illusions, non. Trump, il te donne pas du poisson, mais il t'apprend comment pêcher. Il t'apprend à aller à la pêche toi-même. Malheureusement, beaucoup d'Africains sont dans l'émotion. Eux, ils préfèrent les gens qui leur donnent du poisson que d'aller à la pêche eux-mêmes. Trump a dit, les présidents africains, l'argent que vous pillez dans vos pays, vous investissez ici aux États-Unis. Vos enfants que vous envoyez ici à faire des études. C'est quel genre d'études? Construisez des universités chez vous en Afrique. Investissez l'argent que vous mettez ici là. Investissez ça en Afrique. Les gens vont travailler. À cause de vos comportements, les Africains pensent que leur problème, c'est les autres. C'est les Américains, c'est les Occidentaux. Il a raison. L'arrivée de Donald Trump au pouvoir en 2025, si elle se confirme, peut être perçue par certains Africains comme une occasion de prise de conscience, même si cela peut sembler paradoxal au premier abord. Voici quelques angles d'analyse qui expliquent en quoi cela peut constituer un électrochoc positif ou un déclencheur de réflexion stratégique pour les sociétés africaines. En première position, la fin des illusions sur l'aide extérieure. Trump a toujours défendu une politique étrangère centrée sur les intérêts américains. America First. Son retour pourrait
rappeler aux Africains que l'aide internationale, y compris américaine, n'est ni inconditionnelle ni éternelle. Cela peut pousser les gouvernements africains à mieux valoriser leurs ressources internes, développer des partenariats du Sud-Sud et réfléchir à une véritable indépendance économique. La prise de conscience. On ne peut compter que sur nous-mêmes. C'est ça. En deuxième position, on va voir repenser les souverainetés et la géopolitique. Trump critique souvent les organisations internationales et prend parfois des décisions unilatérales. Cela pousse les pays africains à d'abord mieux défendre leurs propres intérêts dans les négociations internationales. Ensuite, être plus vigilant face aux rapports de force mondiaux et renforcer l'unité continentale à travers des institutions comme l'Union africaine. Et prise de conscience, le monde ne nous fera pas de cadeaux, c'est ça. Et en troisième position dans les analyses, il y a une opportunité pour réfléchir l'image de l'Afrique avec le retour d'un dirigeant parfois perçu comme hostile ou méprisant envers certains pays africains. Cela peut renforcer chez les Africains le sentiment de dignité et de l'affirmation identitaire. De deux, le désir de créer leur propre récit, l'un des stéréotypes. Et en troisième position, l'émergence de mouvements de jeunes engagés dans le changement. Donc, il est temps de redéfinir qui nous sommes par nous-mêmes. C'est ça. On va laisser le docteur Franklin Nyamsi poursuivre ses analyses. On est ensemble. Donc, ceci me permet de préciser aux Africaines et aux Africains qui m'écoutent que je ne veux pas que mon interprétation du positionnement international de Donald Trump serve d'alibi à certains pour dire que j'ai oublié ou que j'ai contribué à faire croire que Donald Trump serait utile à l'Afrique, sympathique envers l'Afrique et voudrait aider l'Afrique. Je n'ai jamais cultivé cette illusion. Je ne vois aucune raison pour laquelle un président américain aurait intérêt à aider l'Afrique. La dernière fois que nous, Africains, dans le monde, avons été traversés par cette illusion, c'est quand un Africain d'origine, par le sang de son père, kenyan, Barack Hussein Obama a été président des États-Unis. À cette occasion, nous crûmes que l'Afrique avait une chance, ayant un Africain américain à la tête des États-Unis, une chance de voir ses problèmes fondamentaux abordés de manière bienveillante, de manière positive par une grande puissance. Nous avons été débarrassés de cette illusion car Barack Hussein Obama, c'est le pire président des États-Unis pour l'Afrique. Tout au long des 20e, depuis même que les États-Unis existent, il n'y a pas un président des États-Unis qui ait fait autant de mal à l'Afrique que l'Africain d'origine, par la lignée paternelle, Barack Hussein Obama. Donc, moi je ne regarde pas, et je ne voudrais pas que ceux qui suivent mes conférences tombent dans l'illusion de regarder l'élite des États-Unis à partir du prisme aime l'Afrique, déteste l'Afrique. Non, l'élite américaine n'a pas pour fonction d'aimer ou de détester l'Afrique. L'élite américaine a été élevée au petit lait de la suprématie des États-Unis. Que cette élite soit noire, qu'elle soit blanche, qu'elle soit bleue, qu'elle soit métisse, qu'elle soit jaune, celui qui entre au bureau ovale de Washington est obnubilé par l'idée que la puissance américaine doit être la première dans le monde. Écrivez d'abord ça. Alors donc, quand nous voulons considérer la relation de Donald Trump avec l'Afrique, il nous faut déjà ne pas tomber dans l'illusion que lui, il aime plus l'Afrique qu'un autre président. Il n'y a pas de président américain qui aime plus l'Afrique. Et les Africains auraient tort même d'espérer qu'un président américain aime l'Afrique. Parce qu'un président des États-Unis d'Amérique est d'abord un président des États-Unis d'Amérique. Ce sont les Américains qui l'ont élu. Et ils l'ont élu pour les intérêts vitaux des Américains. Personne ne peut aimer les Africains
plus que les Africains eux-mêmes. Impossible. Si nous, les Africains, là, nous n'aimons pas notre continent, comme les Américains aiment leur continent, comme les Européens aiment leur continent, comme les Asiatiques aiment leur continent, ne rêvons pas, nul ne nous fera de cadeau. Bon. Mais Donald Trump, contrairement à Joe Biden ou à Obama, au niveau de sa méthode de gouvernement, il a quelque chose qui nous intéresse, qui peut nous intéresser, nous, Africains, que l'Afrique peut exploiter pour conquérir de nouveaux pans de souveraineté. Quelle est cette chose que Donald Trump a? C'est que son tempérament d'homme d'affaires, de businessman, le porte à la négociation et à la construction des rapports de force. Donald Trump est sensible à cela. Si il a face à lui des partenaires qui réussissent à conquérir une position dans un rapport de force, il accepte de négocier avec eux. C'est-à-dire que Donald Trump est plus facilement enclin à un partenariat gagnant-gagnant que ses prédécesseurs les démocrates. Parce que c'est un dealer. C'est quelqu'un qui fait des deals. C'est comme ça qu'il a géré sa carrière politique aux États-Unis. C'est comme ça qu'il est en train de gérer les négociations avec la Russie, avec l'Ukraine. C'est comme ça qu'il gère les négociations commerciales avec les Européens. C'est comme ça qu'il gère les négociations commerciales avec la Chine. Tenez, je vous donne l'exemple chinois. Il avait placé à plus de 200-250% les taxes douanières chinoises. Les Chinois lui ont fait ça, ils sont montés à 300%. Quand Donald Trump a fait le calcul et a vu que le fait que les Chinois sont montés à 300% sur certains produits faisait que l'Amérique était perdante, en restant à 200-250%, Donald Trump a baissé. Il a baissé les droits de douane, il a renoncé à des profits exorbitants qu'il envisageait dans un rapport de force alors favorable. C'est comme ça qu'il fonctionne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau africain, il nous faut construire d'abord des synergies pour pouvoir imposer à Donald Trump un rapport de force. Un pays africain seul ne peut pas imposer un rapport de force à la grande puissance américaine. Je vous rappelle que l'Amérique, c'est un pays continental. C'est un pays qui est une fédération d'États. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'Amérique, il y a presque autant d'États qu'on en a en Afrique. En nombre d'États fédérés. L'Amérique est proche de l'Afrique. Hein? En nombre. Donc, pour qu'un rapport de force soit construit, face aux États-Unis, il faut accélérer les stratégies d'intégration régionale africaine. C'est-à-dire que oui, une confédération ou une fédération d'États comme l'AES peut davantage peser dans un rapport de force avec les États-Unis qu'un pays pris seul, comme le Burkina Faso, le Mali ou le Niger, ou le Cameroun ou le Gabon. Donc la première leçon qu'il faut tirer, c'est qu'avec des gens comme Trump, on peut évoluer si on crée un rapport de force. Je prends un exemple. Si par exemple tous les pays de l'AES, comme ils sont en train de travailler à créer une convergence, s'entendent sur la condition de la commercialisation de leur or, de leur pétrole, vers l'Occident en général, que ce soit l'Europe ou les États-Unis, ils adoptent la même stratégie de commercialisation de leurs métaux précieux, l'or, le diamant, l'uranium. Ils s'entendent et ils parlent d'une seule et même voix. Donald Trump sera enclin à accepter relativement le prix qu'ils vont proposer. Que si le Mali y va seul, le Burkina y va seul, ou le Niger y va seul. Pourquoi? Parce que face à la masse critique des États rassemblés, sachant en plus que ces États sont en train de construire une armée commune, et que ces États bénéficient du soutien militaire de la Fédération de Russie, Donald Trump, une fois que tu as coché plusieurs cases, lui montrant que tu es quelque chose de significatif dans un rapport de force, il négocie avec toi. Mais c'est comme ça que Donald Trump négocie avec Kim Jong-un de la Corée du Nord, que tout le monde diabolise en Occident, du moins l'élite politique occidentale. Lui, il négocie parce qu'il compte le nombre d'ogives nucléaires de Kim Jong-un. Donald Trump s'assoit dans son bureau comme ça, il compte les ogives nucléaires de Kim Jong-un. Il regarde l'industrie militaire de Kim Jong-un. Il regarde son industrie spatiale. Il regarde la puissance de son armée, la discipline de son armée, par rapport, par exemple, à celle de la Corée du Sud. Quand Donald Trump coche tout ça, il dit non, il faut discuter avec le gars là. Je vous donne un autre exemple. C'est la relation que Trump a avec les Iraniens. Vous avez vu quand il est arrivé au pouvoir, Donald Trump aux États-Unis, il a commencé par menacer l'Iran. Il a dit que ça n'allait pas durer, que le développement de l'arme nucléaire iranienne, que vraiment ça allait chauffer, que vraiment les Iraniens, ça n'allait pas tarder. Et on voyait comment
eh bien, les extrémistes israéliens étaient chauds en pensant que Donald Trump allait déclencher immédiatement une guerre avec l'Iran. Quand Donald Trump a fait ça, vous avez vu ce que l'Iran a fait? L'Iran a passé un accord nucléaire avec la Russie. L'Iran a renforcé ses accords de coopération géostratégique avec la Chine. Quand Donald Trump a noté que l'Iran et la Russie avaient désormais un accord de défense mutuel, Donald Trump a pris son calepin, il a noté avec l'Iran, il faut négocier. Mais oui, parce qu'il a compté les 6000 ogives nucléaires russes. Il a ajouté cela au programme nucléaire iranien, il a dit c'est trop. On ne peut pas se permettre d'attaquer l'Iran. Si l'Iran était beaucoup plus isolé, moi, Trump, je lancerais une campagne tout de suite. Mais là, j'ai bien compté, voilà les négociations américano-iraniennes qui sont en cours. Oui ou non? Donc, il y a une leçon à tirer avec Trump. C'est qu'il faut lui imposer des rapports de force qui lui imposent d'accepter, eh bien, des compromissions, d'accepter des compromis, d'accepter du consensus. Il faut l'amener à se compromettre. Il faut l'amener à signer des compromis. Il faut l'amener au consensus. Mais on n'amène pas Donald Trump au consensus avec des vœux pieux, avec des paroles chrétiennes, je ne sais pas, musulmanes ou même maatiques, avec des paroles doucereuses. Donald Trump ne comprend pas tout ça. Lui, il est un peu comme le personnage de Gou Michel dans certaines de ses vidéos d'il y a une quinzaine d'années. Et il disait, le personnage de Gou Michel dit là-dedans, no pity in business. No pity in business. Vous vous souvenez des micro-vidéos de Gou Michel dans lesquelles il montrait un personnage qui constamment était flanqué de son avocat, Maître Bataka, et qui semait la panique à Abidjan. Parce que chaque fois qu'il tombait sur quelqu'un, eh ben, il lui imposait une négociation dans laquelle il gagnait. Donald Trump fonctionne comme ça. C'est un négociant, c'est un commerçant, c'est un marchand, c'est un constructeur de rapports de force. Et l'Afrique doit donc se rassembler en fédération régionale, en fédération continentale pour faire face à ces grands ensembles internationaux que sont justement les États-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie, la Chine, la République populaire chinoise, toutes ces grandes puissances-là. Il faut que l'Afrique construise des grandes puissances. Mais il y a un troisième point que je voudrais souligner. Oui, il s'appelait Kofi Gombo. Merci ça donc. Là, Gou Michel, dans les vidéos auxquelles je fais référence, s'appelait Kofi Gombo. Je me souviens même du jingle de ces vidéos qui me faisait tellement rire. Kofi Gombo, la 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 la. No pity in business. C'est Donald Trump ça. Maintenant, il y a un troisième point qu'il faut souligner. Donald Trump dit, I want to make America great again. Je veux redonner à l'Amérique sa grandeur. Mais ça tombe bien. Les panafricanistes disent, we want to make Africa great again. Donc, nous, les panafricanistes, nous avons aussi notre MAGA. Make Africa great again. Mais pendant plus de 3500 ans, l'Afrique a été la grande puissance de la planète Terre. Sous la civilisation, eh bien, pharaonique. De Kémit. Donc, nous aussi, nous sommes porteurs de l'ambition de make Africa great again. Redonner à l'Afrique la puissance nécessaire pour que ses ressortissants soient respectés dans toute leur dignité d'être humain sur tous les continents. C'est notre ambition. C'est la finalité du pan-africanisme. Je rappelle bien que dans pan-africanisme, il y a toujours deux mots qu'il faut bien connaître. Pan, qui renvoie à la totalité, au monde entier. Africanisme renvoie à la valorisation de la civilisation africaine. Donc le panafricanisme, historiquement, est né dans les diasporas en Amérique du Nord. Il a migré ensuite dans les diasporas africaines en Europe. Puis il est descendu sur le continent africain avec les luttes d'indépendance, les guerres de libération. C'est ça l'histoire du panafricanisme. Je me désole toujours de lire encore sur les réseaux sociaux des commentaires de personnes qui ne connaissent même pas les grandes catégories de l'histoire du panafricanisme et qui pensent qu'un panafricaniste, c'est quelqu'un qui vit nécessairement dans un village en Afrique. Ce n'est pas vrai. Un panafricaniste, c'est quelqu'un qui défend la dignité, la souveraineté, l'égalité de l'humanité des Africains sur tous les continents. Écrivez ça. Celui qui ne sait pas ça n'a toujours pas écouté le mot pan, dans le mot pan-africanisme. Allez vérifier la racine en latin ou en grec du mot pan.
Ça renvoie au monde entier. Je dis bien le monde entier. Un panafricaniste, c'est quelqu'un qui défend la dignité de l'humanité africaine dans le monde entier. Où que les Africains vivent sur la terre, le panafricaniste est celui qui veille à ce qu'ils soient considérés à part entière comme des humains. Que l'Africain soit en Amérique, qu'il soit en Europe, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Asie, ou qu'il soit dans les îles des deux océans. Nous nous battons pour qu'il soit entièrement respecté dans sa dignité humaine. Non même pas pour qu'il soit supérieur à l'Européen, à l'Asiatique ou à l'Américain. Non, pour qu'il soit traité en égale humanité. Car il y a, sur le plan des principes, une fraternité de toute l'espèce humaine. Nous veillons à la faire respecter. Et c'est cela le panafricanisme. Certains confondent le panafricanisme avec le micronationalisme postcolonial et même néocolonial. C'est pas la même chose. Je vois parfois des commentaires. Hey, un panafricaniste qui vit en Europe. Toi qui as souvent écrit ça, n'écris plus jamais ça parce que c'est le signe de ton ignorance, de ton inculture historique. Les premiers panafricanistes étaient des Américains. La seconde vague des panafricanistes, c'était des Européens africains. Avant les Américains africains, ensuite les Européens africains. Et les Africains africains, c'est la troisième vague du panafricanisme. Troisième vague. Écrivez ça et allez lire les manuels d'histoire. Allez lire même l'histoire de l'évolution de l'idée. Et vous verrez que elle a suivi le chemin que je vous indique. Donc, un panafricaniste peut vivre partout, à condition qu'il soit un agent de la conscience, de la dignité, de l'égalité, de la fraternité humaine, et qu'il soit un défenseur contre les discriminations anti-africaines. Il vit là où il veut, le panafricaniste. Nous sommes panafricanistes partout sur la terre. Nous le sommes en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Orient. Nous le sommes dans les océans, dans les mers, dans les îles et les péninsules. Nous le sommes sur la terre comme au ciel. Pan signifie la totalité, le cosmos. Rendre sa dignité à l'humanité africaine, où que ce soit. C'est ça, l'objectif du panafricanisme. C'est un rappel très utile pour mes amis sur les réseaux sociaux. Ne répétez plus les âneries que les ignorants reproduisent et dans lesquelles ils vous induisent en erreur. Je me raccroche à ce que j'étais en train de dire. Nous, les panafricanistes, mais nous nous battons pour que les Africains, les Africaines soient respectés partout. Donald Trump would like to make America great again. Ça tombe bien. We Pan-Africanists, we would like to make Africa great again. Donc, en fait, une fois que nous aurons constitué des puissances régionales, des puissances continentales, des alliances et des lobbies, mais il faut appliquer le principe de réciprocité comme les Chinois le font à Donald Trump. Vous avez bien vu que Donald Trump, il fait ces trucs-là à des gens qui n'ont pas la capacité de lui rendre l'appareil. Il a essayé sur les Chinois. Vous avez vu la réponse chinoise? La réplique chinoise a amené Donald Trump à changer. Donc, les Africains que nous sommes devons construire partout des synergies nous permettant de réagir dans les rapports de puissance à puissance. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous rendez impossible la circulation des Africains vers les États-Unis, mais on rend impossible la circulation des Américains vers l'Afrique. Et pour cela, il faut juste qu'on s'entende. Parce qu'il y a des Américains qui ont intérêt à venir en Afrique, là. Avec des compagnies comme ExxonMobil. Avec toutes les compagnies américaines qui viennent exploiter l'or, le diamant. Avec toutes les multinationales américaines qui viennent faire de la sécurité en Afrique. Si nous avions des politiques économiques convergentes, consensuelles, des politiques concertées, est-ce que Donald Trump pouvait faire un chantage de visa aux Africains aux États-Unis? Mais on repère essentiellement tous les groupes économiques, les groupes industriels stratégiques américains, les compagnies stratégiques américaines, les bases militaires américaines en Afrique, on les ferme. Et vous allez voir Donald Trump changer de politique de visa. Oui, bougie au nom de Dieu. Wallahi billahi talai. En fait, Donald Trump prend les Africains pour des Mougou, pour des Kengematoy, pour des Mbutuku. Il les prend tranquillement pour des Dunguru, mais parce que les Africains ne réagissent pas de manière concertée. Regardez pourquoi on respecte l'AES. Vous savez pourquoi on respecte l'AES? Parce que c'est 3 États qui ont les mêmes réactions. 3 États.
Mais c'est inouï. Est-ce que vous savez que l'AES, aujourd'hui, les présidents Goïta, Tiani et Traoré, ont une cohérence d'action supérieure à toute l'Union africaine? Est-ce que vous savez que l'Union africaine, qui est supposée être la plus grande organisation politique du continent africain, au niveau de sa capacité d'action en cohésion, en convergence, en cohérence, elle n'atteint pas l'AES. 3 États là. Elle n'atteint pas l'AES à la cheville. Est-ce que vous le savez? Pourquoi on parle de l'Alliance des États du Sahel? Mais parce que l'Alliance des États du Sahel est en train de constituer une puissance. Quand vous constituez une puissance, vous parlez dans les rapports de force. Le monsieur qu'on appelle Donald Trump ne comprend que cela. L'Occident ne comprend que cela. Le monde ne comprend que cela. Et la géopolitique, la géostratégie, c'est le domaine de la gestion des rapports de force entre les puissances. Voilà pourquoi j'ai donné comme thème à la conférence aujourd'hui, géopolitique africaine. Géopolitique africaine. Prenons conscience de notre capacité de peser sur l'histoire du monde. Grâce à la synergie des puissances géographiques africaines. Les puissances terrestres africaines, en se mettant ensemble, vont produire une volonté commune, un pouvoir de changement qui pèse sur les décisions des autres puissances. Et c'est ce que fait l'Alliance des États du Sahel. Voilà pourquoi les coups les plus tordus, les plus violents de l'impérialisme occidental, du néocolonialisme français, sont concentrés sur l'AES. Parce que l'AES, c'est en fait le démenti, c'est la déconstruction stratégique de la logique de la domination. Donc le monsieur qu'on appelle Trump là, nous pouvons efficacement reprendre chacun de ces thèmes. Il ne veut pas que les Africains entrent aux États-Unis. Ok, d'accord. Nous, on va repérer les Américains les plus utiles aux États-Unis qui sont en Afrique. On leur demande de rentrer. Quand Trump va se mettre à se plaindre, ah, vous avez réduit le nombre de diplomates que j'ai dans mes ambassades. Vous avez réduit le nombre d'ingénieurs de Exxon. Vous avez réduit le nombre de la compagnie Blackwater. Vous avez, on l'appelle, on lui dit, Donald Trump. Vous avez pris telle décision tel jour. Vous avez chassé 1200 ressortissants d'Afrique centrale tel jour. Tel autre jour, vous avez pris telle décision. Se sont retrouvés, vous changez ça, nous on change ça. Donald Trump aime les gens qui lui parlent comme ça. C'est pour ça que paradoxalement, il a beaucoup de respect pour Poutine. Il a beaucoup de respect pour Kim Jong-un. Il a beaucoup de respect pour les Iraniens. Parce que les Iraniens lui parlent le langage que lui comprend. Alors que l'Afrique, en tout cas en dehors de l'Alliance des États du Sahel principalement, continue à vouloir parler le langage de l'agneau qui veut flatter le loup. Toi, tu as déjà vu l'agneau qui flatte le loup où? Relisez la fable de La Fontaine. Comment finit l'agneau? Dès que le loup a vu l'agneau dans la fable de La Fontaine, il sait qu'il va le dévorer. Les puissants sont des loups. Si vous venez devant elle en agneau, vous avez juste accepté d'être dévoré avec gentillesse. Comme le dit une dame dont la vidéo est virale sur les réseaux sociaux, qui dit que le mariage, c'est la tendresse, c'est l'amour, c'est la communication. Parce que si tu viens avec un comportement de crabe, on va te manger avec beaucoup de bruit. Vous connaissez cette vidéo-là? J'écoute parfois, hein, y a des sagesses populaires très profondes. Si tu viens dans le mariage avec un comportement de crabe, on va te manger avec beaucoup de bruit. Mais si toi tu viens dans la négociation politique internationale, dans la géopolitique, avec une mentalité d'agneau, mais on va te déchiqueter avec la joie du loup. Oui! Le loup de La Fontaine, il est dans les relations internationales. Thomas Hobbes ne disait pas par hasard que les relations internationales sont un état de nature, c'est-à-dire qu'elles sont comparables au monde animal. On ne respecte que celui qui a les moyens de faire craindre quelque chose à l'autre. Donc nous, Africains, face à Donald Trump, avons au contraire un sparring partner intéressant. Il est intéressant, Donald Trump, parce qu'il nous montre sur quel point il nous domine. Il nous montre comment il nous écrase. Il nous montre les qualités que nous devons développer pour lui résister. Paradoxalement, Donald Trump est aussi maladroit à la tête des États-Unis face à l'Afrique que Macron à la tête de la France face à l'Afrique. Vous avez vu comment l'Afrique a progressé? Paradoxalement, grâce à Macron. Emmanuel Macron a été tellement, on va dire, grossier dans sa manière de présenter la domination française sur les Africains qu'il a activé les mécanismes créatifs, les mécanismes résilients, les mécanismes opérationnels des Africains. En moins de 7 ans, Macron a donné à l'Afrique francophone plus d'énergie qu'elle n'en avait eu pendant 30 ans avant lui.
Trump a ce côté monsieur la gaffe. Il a ce côté, je la joue en plein jour. Il a ce côté, je vous impressionne, je vous sors le grand jeu. Il a ce côté, je m'en foutiste, qui doit être une opportunité pour l'Afrique. On se saisit de ça, on construit les rapports de force, on le fait reculer chaque fois qu'on peut. Et on n'espère rien d'autre que cela. C'est la troisième idée que je voulais évoquer à propos de Donald Trump. Enfin, il y a une troisième qualité de Trump qu'on doit exploiter. Sans oublier que de toutes les façons, il est pour la domination américaine. C'est que Donald Trump a un mépris profond pour les dictateurs africains. Non seulement il n'aime pas les pays qui sont dirigés par les dictateurs, parce que ce sont des pays où on ne peut pas faire des affaires sérieusement. Vous savez que Trump, son critère, c'est toujours, peut-on faire de bons profits? On ne peut pas faire des affaires sérieusement dans un pays dirigé par un dictateur aveugle. Parce qu'en fait, il n'y a pas de prévisibilité du rendement. On ne peut pas anticiper, on ne peut pas investir avec certitude. Trump n'aime pas ça, c'est un businessman. Donc il déteste royalement des gens comme Ouattara Draman, comme Biya Paul. Il les déteste, des gens comme Sassou Nguesso. Et Trump les considère en réalité comme des survivances archaïques des temps révolus. Et voilà pourquoi c'est à cause d'eux qu'il a appelé tous ces pays qui sont dirigés par des satrapes reptiliens comme ça, il a appelé ça shithole countries. Je suis sûr que quand Trump regarde la tête de Tinubu, il a envie de le gifler. Parce que toi-même, quand tu regardes Tinubu, tu as honte qu'un type comme ça soit président du Nigeria. Toi-même, tu regardes Paul Biya qui marche. Tu dis comment un pays comme le Cameroun a celui-là comme président. Tu regardes son président du Sénat, Nyan Difendi, tu dis, pitié. Donc Trump, en fait, il est lassé de ces vieux dirigeants africains, incapables, improductifs, très peu créatifs, pas proactifs du tout, et qui n'ont qu'une seule ambition, c'est la conservation d'un pouvoir moyenâgeux. Il faut profiter de cette embellie pour poser des actes audacieux, y compris contre le système sécuritaire américain en Afrique. L'Afrique doit profiter du protectionnisme diplomatique de Trump pour déloger l'Africom. Je recommence une deuxième fois. L'Afrique doit profiter du fait que Trump n'arrête pas de dire « Ah, I don't want to lose my money. Je ne veux pas perdre mon argent dans les pays africains où rien ne fonctionne correctement. Je vais retirer mes ambassades. » Il faut encourager Trump à retirer le maximum de ses ambassades. Il faut en profiter pour déloger toutes les troupes américaines du sol africain. En utilisant l'argument de Trump, on doit dire, we want to make Africa great again. Exactly like President Trump is making America great again. Remove your troops. All Yankees troops, go home in America. C'est-à-dire que Trump il a des dégamages dans son langage qui nous permettent de prendre dans sa bouche notre piment. On peut manger notre piment dans la bouche de Trump. Une bonne partie de ces slogans protectionnistes, anti-immigrationnistes, c'est du pain béni pour des Africains qui se concertent. On dit, il a dit ça? Ah d'accord, ok, il a des troupes au Ghana. John Mahamad Dramani, s'il te plaît, demande aux troupes américaines de quitter le Ghana dans les 48 heures. On va voir ce que ça va donner. Mais demande-leur de partir dans les 48 heures. Ah, vous avez aussi des troupes au Togo, vous avez aussi des troupes au Cameroun. Demandez-leur de partir dans les 48 heures, dans le même temps. Dites que vraiment on est fatigué du mépris du président Trump. Dégagez, allez chez vous. N'ayez pas peur. Même Mahamat Idriss Déby Itno, qui est pourtant sorti de la cuisse du néocolonialisme français en 2021, il a fait partie de l'armée française. Il a fait partie des troupes américaines. N'ayez pas peur. Le maréchal président du Tchad l'a fait. Même ses opposants étaient étonnés. Ses opposants ne pensaient pas qu'il le ferait. Ses pires opposants étaient sûrs que jamais il n'inscrirait son nom dans ce côté de l'histoire. Il leur a dit, il faut partir. Vous avez jusqu'à la fin du mois de janvier 2025 pour circuler de chez moi. Et ils sont partis. Donc, Trump offre des opportunités pratiques aux dirigeants africains. Et à ceux d'entre eux qui ont encore ne serait-ce que une véritable fibre ou même une certaine pitié pour leur peuple. Trump, c'est le Macron américain. Il faut sauter sur ses erreurs. Il faut sauter sur ses bourdes. Il faut sauter sur ses maladresses et les transformer en victoires africaines. Je vous en supplie. Moi, je ne suis pas fâché des décisions que prend le président Donald Trump. Quand j'apprends que, il a décidé d'interdire à tel ou tel ressortissant de tel ou tel pays de venir chez lui. Il a coupé l'aide de l'USAID. Mais il faut en profiter pour regarder quels sont les intérêts américains chez vous et les enlever aussi. Vous pouvez en profiter pour les nationaliser.
Ils ont une compagnie pétrolière chez vous, une compagnie gazière, une banque. Vous en profitez pour récupérer ça. Et Donald Trump, quand il va voir que c'est devenu une politique africaine systématique, quand il va voir que toute l'Afrique commence à lui répondre du tic au tac et de manière synergique, Donald Trump va venir à la table de négociation dire « We can deal together. Let me tell you, I'm telling you, we can deal together. I think that we have to work together in the same path of progress. Yes, I'm Donald Trump, I'm telling you. » C'est comme ça qu'il est. Il vous chauffe. Vous le chauffez, il commence à vous sourire. Là, vous pouvez lui sourire aussi. Il ne marche que comme ça. On dit donc de lui que c'est l'homme qui souffle le chaud et le froid. Mais il faut apprendre à souffler le chaud et le froid comme lui. Et les Africains ne peuvent pas le faire individuellement. Les États africains individuellement ne peuvent pas créer un véritable rapport de force avec la puissance américaine. Il faut que ce soit des alliances d'États africains, des confédérations d'États africains, des fédérations d'États africains. Mes chers amis, voilà ce que je voulais démontrer sur ce premier point. Donc, saisissons la chance que nous offre Trump pour faire de l'Afrique, eh bien, un grand pôle géopolitique. Toutes les décisions que Trump prend, inspirons-nous-en pour agir en synergie d'États africains et prendre des décisions comparables.